C'est l'heure de la pause. Quelques instants pour se détendre et apprendre quelque chose. Installe-toi confortablement et ferme les yeux pour te représenter mentalement les images de ce voyage dans les secrets de l'hérédité. À qui ressembles-tu? As-tu les yeux de ta mère ou le sourire de ton père? Peut-être le rire de ton grand-père ou les fossettes d'une grand-mère oubliée. Tu leur ressembles un peu à tous et pourtant tu es unique. Ce que tu es, la forme de ton nez, la couleur de ta peau, la manière dont tu perçois un goût, tout cela est inscrit quelque part en toi, dans tes gènes, au cœur du noyau de chacune de tes cellules. Il existe une mémoire silencieuse, un manuscrit ancien écrit dans un alphabet moléculaire. Ce livre, c'est ton ADN. 2 mètres de fil invisibles dans chacune de tes cellules. Enroulés, repliés, organisés, ils forment 46 chromosomes. 23 paires d'archives biologiques. Un fragment venu de ton père, une étincelle de ta mère. Chacun t'ayant donné la moitié. Et bien avant eux, des myriades de vies qui ont laissé leurs empreintes comme le vent façonne une dune. Mais attention, un chromosome en trop et c'est une trisomie. Et cette histoire, celle de la transmission, commence bien avant que l'on sache ce qu'est un gène. Imagine-toi dans un jardin de monastère en Moravie au XIXe siècle. Un moine, Gregor Mendel, cultive des pois. Il cherche à comprendre pourquoi certaines fleurs sont violettes quand d'autres sont blanches, mais aussi pourquoi certaines graines sont lisses quand d'autres sont ridées. Alors il observe, il croise, il compte, il note. Il découvre ainsi que les caractères ne se mélangent pas au hasard, mais ils obéissent à des règles précises. Pourtant, il ne connaît ni l'ADN ni les chromosomes, mais il pressent un ordre caché. Sans le savoir, il vient de fonder la génétique. Son œuvre, ignorée pendant près de 35 ans, ressurgira au début du XXe siècle. Et là, une nouvelle aventure commence. Tout d'abord, en 1882, on observe pour la première fois les chromosomes lors de division cellulaire. Et en 1905, une femme, Nettie Maria Stevens, étudie les coléoptères. Elle remarque que les mâles ont une paire de chromosomes différentes, XY, alors que les femelles, elles, ont une paire XX. Ce sont des chromosomes qui déterminent alors le sexe de l'individu. Une découverte capitale. Peu après, Thomas St. Morgan choisit une petite mouche, la drosophile. Elle est simple, prolifique et rapide à étudier. En quelques années, il démontre que les gènes sont alignés sur les chromosomes et que certains gènes sont transmis avec les chromosomes sexuels. Une nouvelle carte du vivant se dessine. On découvre que les gènes sont bien plus que de simples étiquettes. Ils sont les instructions pour fabriquer les protéines. Ces ouvrières invisibles qui constituent le corps cellule par cellule et déterminent nos caractères visibles. Les gènes sculptent donc le vivant en silence. Chaque gène est un message, mais ce message peut avoir plusieurs versions, que l'on nomme des allèles. Certains dominent, d'autres restent discrets. Certains s'expriment, d'autres attendent une occasion. Par exemple, tu peux être de groupe sanguin A, mais porter en toi un allèle O invisible, et qui sera transmis à ton enfant et pourra alors réapparaître. Pendant ce temps à Londres, une autre femme poursuit ses recherches, Rosalind Franklin. Grâce aux rayons X, elle capte une image, la photographie 51, un cliché mystérieux, une spirale, une hélice. Cette image permettra en 1953 à Watson et Crick de proposer un modèle, celui de la double hélice. 2 brins complémentaires faits de 4 bases. Une lettre A s'unissant avec un T et une lettre C s'unissant avec un G. C'est un code universel, précis et fragile. Mais c'est une révélation. Les gènes sont des fragments de cette hélice. Ils contiennent les instructions nécessaires pour construire un être vivant. Mais comment ce code devient-il matière? Comment ces 4 lettres dessinent-elles ce que nous sommes? Eh bien, pour qu'un gène s'exprime,
la double hélice doit s'ouvrir. Un fragment est copié, transcrit en un ARN messager, un message provisoire. Celui-ci part en quête de sens et trouve ailleurs dans la cellule une usine minuscule, le ribosome. C'est un traducteur de notre langage moléculaire. Là, le message est lu, 3 lettres à la fois. Chaque triplet forme un acide aminé. Il y en a 20, comme 20 notes pour décrire une symphonie. Ils s'assemblent, se replient, prennent forme et donnent naissance aux protéines. Ces protéines construisent ton corps, orchestrent ta croissance, ton intelligence, ta mémoire, ta peau, tes yeux, ton cœur, tout. Parfois, une erreur se glisse, une lettre change, un mot se répète, un passage est effacé, et la mélodie se transforme. C'est une mutation qui peut créer un nouveau caractère ou déclencher une maladie. Mais les gènes ne se contentent pas de coder, ils s'adaptent, ils interagissent. En 1961, à l'Institut Pasteur, François Jacob et Jacques Monod découvrent un mécanisme fascinant. Un gène peut être allumé ou éteint, selon les besoins de la cellule, selon son environnement. Ils proposent alors le modèle de l'opéron, un système souple, intelligent, capable de répondre au monde. L'hérédité n'est plus un destin, c'est un dialogue. Et aujourd'hui, on découvre l'épigénétique, une science jeune, surprenante, encore mystérieuse. Elle nous dit que notre mode de vie, notre alimentation, notre stress peuvent modifier l'activité de nos gènes sans changer leur séquence, comme des marques laissées au crayon sur une partition. Il reste tant à apprendre, des gènes inconnus, des combinaisons secrètes, des interactions subtiles. La science avance, elle écoute le chant discret de l'ADN, elle traduit patiemment les messages du vivant. Et toi, qui portes cette partition ancienne transmise à travers les siècles, tu es un interprète unique, tu joues ta propre musique. Mais peut-être qu'un jour, à ton tour, tu transmettras non seulement tes gènes, mais aussi ton histoire et ton passé. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir bientôt de nouvelles.